participation dans la salle, si vous êtes motivés. Je vous propose d'abord qu'on se présente tous les trois rapidement. Vas-y Cédric. Moi je m'appelle Cédric Doutrio, je travaille à l'association Ping, je suis chargé de projet et je m'occupe du côté Fab Lab à Ping. Voilà. Oui, moi je suis Luc Skeuten, je suis architecte et utopiste. Alors bonjour, moi je suis Julien Bélanger, utopiste et je travaille à l'association Ping aussi. Du coup l'idée c'était de, sur ce petit temps que nous avons en début d'après-midi, qui est-ce qui a jamais entendu parler de Fab Lab? Jamais. Voilà, donc de faire une petite introduction sur l'origine du mot Fab Lab, assez rapidement. Après je vous présente en 2 secondes aussi l'association Ping et puis l'ouverture du Fab Lab de ce soir, puisqu'en fait cette rencontre s'inscrit dans un double événement, les Utopiales et l'ouverture de Plateforme C, un Fab Lab sur l'île de Nantes à 19h ce soir. Et puis après on reviendra sur les questions qui sont plus en lien avec les Utopiales, sur le thème de la ville à réinventer et sur le lien avec les Fab Labs avec Cédric et puis Luc juste après. Donc alors pour commencer par des ressources, j'ai tout de suite ouvert un document qui est le seul document français qui traite de la question des Fab Labs et qui est une étude en fait réalisée par Fabien Echen de la FING. Donc je vais le parcourir et vous aurez après à même de le télécharger et de le parcourir par vous-même. C'est une étude qui a été réalisée je crois il y a 2 ans, donc qui traite en fait d'un inventaire de ce que sont les Fab Labs il y a 2 ans. Donc vous en doutez, un petit peu changé forcément depuis 2 ans, mais qui a l'honneur, enfin qui a l'intérêt d'exister en tout cas, notamment en français. Est-ce que ça veut bien se mettre en plein écran? Très bien. J'essaie même de mettre en plein écran comme ça. Voilà le sommaire. Voilà, donc en fait l'intitulé Fab Lab, ça a été inventé par un professeur de MIT, Neil Gescherfield, qui en 1995 avait inventé un cours qui s'appelait How to Make Almost Anything, qui était l'idée de réaliser tout et n'importe quoi, ce qu'on voulait. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a invité des étudiants de différentes filières à utiliser des machines à commande numérique dans son cours durant 1 an. Des étudiants qui n'étaient pas forcément habitués à ce genre de machines, qui venaient de d'autres filières. Et à sa grande surprise, en fait, les étudiants ont plutôt réalisé des objets du quotidien plutôt que des projets farfelus. Et du coup, ça l'a un peu titillé. Il s'est dit, tiens, si je mettais à disposition de plus de gens, des gens qui ne sont pas forcément étudiants, mais un peu n'importe qui, ce genre de machine, est-ce qu'ils iraient aussi sur ce genre de pratique de réaliser des objets du quotidien? Et du coup, il a packagé à la fois un cours et à la fois un concept qui s'appelle Fab Lab. Le cours s'appelle toujours How to Make Almost Anything. Et puis, derrière l'appellation Fab Lab, il a défini le kit nécessaire pour réaliser à peu près tout ce qu'on a en fait derrière la tête. Donc, c'est-à-dire un ensemble de machines, un lieu bien défini, du matériel, un animateur, et puis il a donné un label qui s'appelle Fab Lab, et une charte d'usage. Et ce concept en fait d'atelier de prototypage assez restreint, à peu près 60 mètres carrés, il allait le déposer un petit peu partout dans le monde, dans des lieux plutôt en lien avec les États-Unis, donc en Afghanistan, en Inde, dans les pays du Nord, et puis un petit peu aux États-Unis aussi. Et puis il a réalisé aussi ce qui est derrière les Fab Labs, une connexion permanente entre les ateliers, pour qu'on puisse échanger à la fois ce sur quoi on travaillait et demander en fait quand on avait besoin d'un coup de main un autre atelier en connexion, avec les problèmes de décalage horaire, tout ça, mais l'idée c'est d'un atelier justement du coup distribué. Et puis fort de son succès, il y a eu d'autres lieux qui se sont un peu manifestés. Donc ça ressemble plutôt à ça, au départ, hein, une salle atelier de ce type-là avec des gens qui viennent échanger. Donc là vous aurez l'historique dans ce document-là. Et puis vous voyez rapidement, en fait, on a eu un ensemble de lieux, notamment dans les pays du Nord, en Europe et puis aux États-Unis, qui se sont manifestés, qui ont mis à disposition ce genre d'atelier. À la base, quand même, principalement dans des écoles. Donc Neil Gescherfield est quand même parti sur une idée plutôt des pays du Sud, avec l'idée de pouvoir prototyper des objets rapidement. Mais aussi des écoles d'art et de design en Europe du Nord, en fait, ont défini des ateliers comme ça, un peu ouverts. Alors ce qui change un petit peu d'un atelier de ce type dans une école habituelle, c'est que dans la charte des Fab Labs est stipulé que n'importe quel citoyen doit y avoir accès au moins une journée dans la semaine. Donc c'est un atelier ouvert aussi à n'importe qui en fait. Ça c'est un des points de la charte. Et un autre point assez important, c'est que tous les projets en fait qui sont créés
accompagnés dans le lieu, doivent être documentés et ouverts et accessibles aux autres participants de l'atelier, quel que soit l'usage qu'on en fait après. Voilà, tu peux me couper, hein, Cédric, si j'oublie des choses. Donc ça, il y a tout un paragraphe sur la communauté DIY, c'est qu'aux États-Unis, il y a un gros mouvement en fait sur le fait de faire des choses soi-même. Il y a un magazine qui s'appelle Make en fait qui permet en fait de voir des projets de A à Z, comment réaliser un arrosoir adapté à exactement l'usage dont on a besoin. Donc il y a toute une communauté aussi comme ça de gens qui étaient un peu déjà prêts en fait à activer ce genre de lieu, qui s'est manifesté. Et puis dans les années, donc c'est il y a très très longtemps, hein, dans les années 2005 je crois, est arrivée l'imprimante 3D dont vous avez certainement environ pas. Qui est-ce qui a jamais entendu parler d'imprimante 3D Ah voilà, ça y est, c'est bon. On n'a que des salles dont les gens sont au courant. Et donc ce fait-là, en fait, qui est plutôt un fait technologique, qui arrive bien après le mouvement des Fab Labs, c'est cette fameuse imprimante 3D, vous savez, qu'on va voir certainement en photo après, je pense, et qui permet de prototyper un objet plutôt en plastique à la base, et qui est arrivé avec un projet qui s'appelait RepRap, qui est la première imprimante 3D open source, et qui vient de l'université d'Angleterre, Bath, qui est un projet qui a permis en fait à plus de Fab Labs de s'équiper d'imprimantes 3D. Puisque du coup dans la description à la base du MIT, hein, il y avait exactement les plans, les machines nécessaires. Donc là on a une liste des machines typiquement adaptées à un lieu comme ça. Une imprimante 3D, une découpe vinyle, une défonceuse, une fraiseuse numérique, une découpe laser. Et dans l'idée du MIT, de la charte, chacun doit toujours en fait se mettre une note de A à D en disant je respecte bien le fait qu'il y a exactement toutes ces machines-là, que je suis bien ouvert aux citoyens, que les gens documentent bien. Donc on est sur une charte et un label auto-géré. Voilà, là, donc là il y a des petits exemples de lieux en Europe. On passe après. Qu'est-ce que je voulais dire d'important? Si du coup, par rapport aux documents, justement, il y a 2 ans, justement, ils ont été un peu débordés de MIT par la demande conséquente de lieux qui voulaient obtenir le label Fab Lab. Et du coup, ils se sont dit, on met un site en ligne et les gens s'auto-attribuent en fait ce label-là. Voilà. Ça, c'est des exemples de projets, des petits projets, des projets uniques. Ça, c'est des choses assez intéressantes comme tableau. On en parlait l'autre fois, c'est que ça permet de s'essayer sur quelque chose en fait qui nous vient dans la tête comme ça. J'ai envie de faire, je sais pas, un vélo mobile. Donc du coup, je le réalise au moins en un exemplaire. Ça permet de réparer des objets aussi, de réparer des choses. Donc ça, on est sur tout l'aspect circuit court et puis l'obsolescence des machines. Et puis ça permet de réaliser aussi des projets plutôt uniques ou qui ont un marché de niche par exemple, ou qui sont nécessaires juste à 3 à 4 personnes. Donc voilà, ça c'est l'étude qu'il avait faite à l'époque. Ce serait intéressant de poursuivre cette étude-là. Je passe un peu là-dessus. Ça c'est les typologies des lieux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, c'était plutôt parti d'écoles ou d'universités. Après, il y a des gens qui ont créé leur propre structure privée. Après, il y a des choses qui ont été un peu hybrides. Donc on retrouve un peu des formats un peu hybrides de structuration des lieux Fab Lab actuellement. Des lieux comme nous, là, à Pigny en France, de type associatif. Il y en a un petit peu aussi en Europe du fait du statut associatif. Mais c'est pas non plus légion. Ça, c'est l'agenda type, donc c'est une école un peu. Le point intéressant aussi, c'est qu'ils ont aussi développé une université en ligne qui s'appelle la Fab Lab Academy et qui est l'idée de se former à l'usage des machines à distance via la visioconférence pour suivre les cours et obtenir un diplôme de Fab Lab Manager. Bon, là, il y a d'autres versions, TechShop, mais je ne reviens pas. Et Hackerspace, c'est vrai qu'il y a plein de lieux différents d'appropriation des outils numériques qui existent. Donc que ce soit Hackerspace, TechShop, enfin peu importe en général, mais là j'expliquais plutôt la genèse en fait du mot Fab Lab du point de vue du prof du MIT. Donc ce qu'il faut retenir sur leur idée en fait, c'était 2 sujets essentiels pour eux. C'était le fait de croiser des étudiants de différentes filières au sein d'un même atelier. Donc c'est vraiment un travail sur l'université. Et l'autre point important pour eux, c'était l'idée de la communauté locale hein, et de l'ouvrir du coup à des citoyens qui sont plutôt en transport en commun, qui peuvent venir dans l'atelier. Voilà. Conclusion. Qu'est-ce que je rajoute sur le Fab Lab? Rien d'autre. Ça va? Ça vous va comme... Ouais. Du coup, je passe sur le Fab Lab de Ping. Ça, c'est le site de l'association. Donc on est plutôt autour de ces questions justement de faire par soi-même, de bricolage. Et on est dans un quartier au nord de Nantes, le Breil. Qui est-ce qui connaît le Breil ici?
Et du coup, on est dans un pôle associatif et on a un atelier qui est ouvert tous les jeudis. Et depuis 7 ans, il y a un grand nombre d'étudiants qui venaient dans nos ateliers ouverts. Et on se posait la question justement de savoir pourquoi ils venaient dans notre atelier alors qu'ils avaient des machines plus puissantes, des professeurs beaucoup plus compétents dans leurs grandes écoles, donc l'école de design, l'école d'architecture. Et du coup, en échangeant avec les écoles, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qui se tramait en fait sur ce temps de partage, qui était justement l'échange et puis les projets collectifs. Et que depuis, quelqu'un nous avait dit tiens regardez, ça s'appelle Fab Lab, et voilà, du coup on a vu que le mot existait et on s'est un peu, on a utilisé le mot. Donc ça c'était juste pour montrer un peu les thématiques sur lesquelles on est, justement sur la question des circuits courts, montrer aussi l'univers dans lequel on baigne, parce que ça c'est assez important aussi on parle beaucoup de fabrication numérique et puis de machines à commande numérique. C'est vrai que le numérique est quand même au cœur en fait de ces ateliers nouvelle forme, même s'il y a des ateliers à côté pour faire du bois et qu'il y a aussi des machines pour faire du bois dans nos ateliers. Mais le numérique il a deux aspects, c'est sur l'aspect commande des machines et puis aussi électronique, mais aussi sur l'échange de fichiers de savoir via les plateformes web. Donc c'est deux axes importants sur ces ateliers dits culture numérique un petit peu. Et que du coup on est souvent dans l'interstice de choses déjà instituées au français du terme, l'éducation populaire, la culture. Voilà, donc ça c'est l'espace où on est actuellement. Là on a 3 salles au Breil, et puis le lieu qu'on ouvre ce soir à 19h qui s'appelle Plateforme C, qui est du coup un nouvel espace, ça c'était le projet d'origine. Un nouvel espace partagé avec les écoles. Donc on a réussi à aller au bout de la réflexion avec les écoles d'art, de design, l'IUT de Nantes et puis le lycée Livette sur le fait d'avoir un atelier qui soit pas une extension de leur école, mais bien quelque chose qu'on est en train de construire ensemble. Donc ça démarre ce soir, donc je ne vais pas pouvoir trop plus en parler sur comment ça va se passer, parce que ça démarre ce soir. Et voilà un peu une photo d'une des étapes de construction, puisqu'il a fallu du coup construire le lieu. Ça j'ai juste mis ça pour montrer à quoi ressemblaient les open ateliers, donc les temps de rencontre tous les jeudis avec des gens qui bricolent. Ça c'est l'imprimante 3D, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis j'avais un dernier slide à vous montrer, les vélos, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, donc des gens qui ont des idées plutôt réalisables dans des ateliers un peu plus grands que la petite salle que nous avions avant. Ça donne des choses comme ça, ou des choses un peu superflues comme ça, qui sont plutôt ludiques et pédagogiques. Voilà pour la présentation de Ping très courte, et puis des Fab Labs, de l'univers des Fab Labs. Est-ce qu'il y a des questions sur les Fab Labs? Plus tard, peut-être? Du coup, je veux bien qu'on revienne du coup sur notre problématique, ou pas problématique, sur l'axe de la ville. Cédric, tu veux peut-être faire une transition du Fab Lab vers la ville, hein? Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, je vais appuyer sur les slides que j'ai préparés, si tu veux. Alors, est-ce que les images parce qu'en fait, donc là, Julien vous a montré un peu ce que c'était un Fab Lab et tout ça. Et là, je vais vous montrer quelques projets qui ont émergé de Fab Lab, qui sont en lien avec la ville et par rapport à construire une ville du futur à l'aide du Fab Lab. Parce que, comme vous pouvez vous imaginer, le Fab Lab c'est une autre manière de travailler, de concevoir, et du coup ça donne naissance à des projets complètement différents des projets traditionnels. Alors là, je montre cette image, c'est la Fab Lab House qui a été faite par l'école d'architecture de Barcelone dans leur Fab Lab, qui a gagné un prix Solar Decathlon, je crois. tout à fait. Qui est un exemple de maison complètement faite dans un Fab Lab, avec juste les outils du Fab Lab, qui est autonome en énergie, qui est assez joli en plus. Et c'est un prétexte aussi pour parler d'un projet qu'a le responsable du Fab Lab de Barcelone, qui s'appelle Thomas Diez, qui est Fab City. Tu peux passer le slide, et qui est lié aussi à Smart Citizen, qui est de lier, en fait c'est une vision du Fab Lab dans la ville comme un rouage d'une vision urbaniste du Fab Lab, c'est-à-dire comme une brique de l'écosystème citadin. Et bon, là c'est un petit peu dérivé, c'est Smart Citizen, c'est un projet qu'il a développé, lui, c'est des petites cartes électroniques qui contiennent un certain nombre de capteurs, donc de lumière, de son,
d'humidité, de CO, de monoxyde de carbone, tout ça, pour informer sur le réseau en temps réel la communauté de l'état de la météo, de la pollution, des choses comme ça. Donc c'est une sorte de peer-to-peer de l'information écologique. Et alors je dérive un petit peu, mais ouais, Fab City, en fait, c'est d'essaimer des Fab Labs dans les quartiers et que ça devienne vraiment des lieux de fabrication et d'échange de savoir locaux, et aussi il y a une chaîne d'alimentation en matières premières complètement localisée. Enfin, c'est un projet très cohérent, mais là je l'ai pas. Je vous laisse le découvrir sur internet parce que c'est une étude assez touffue. Ouais. Alors ça c'est après c'est par rapport à partager des choses dans les Fab Labs et des choses qui vont ouvrir l'esprit et qui vont comment dire, c'est plus ouvrir des possibles. C'est Open Structure. C'est un groupe qui a mis au point un système de fabrication, en fait une grille. Vous voyez le dessin en haut, c'est juste une grille toute bête, hein, c'est des points avec des ronds et tout ça, qu'on est censé appliquer sur les matériaux, et pour fabriquer n'importe quel objet, faire une sorte de mécano universel en fait. Et donc par exemple je vais fabriquer un tracteur avec cette grille, alors dans une plaque de métal je vais faire ses trous et puis je vais mettre mes vis, etc. Et c'est enfin, moi je trouve ce projet assez intéressant parce qu'il est à la fois complètement vide et complètement plein de possibles dans toutes les directions, et puis il y a une structure qui est faite de manière à faciliter l'échange de plans et de concepts, quoi, conception. Ouais, si t'as d'autres... Ouais, alors là ça se rapproche plus de l'architecture, c'est la WikiHouse. Donc c'est une maison qui est faite avec un routeur CNC, donc c'est une machine, une défonceuse à commande numérique qui coupe des grandes planches de bois. Et comme son nom l'indique, c'est une maison open source, donc c'est comme un wiki où il y a comme Wikipédia quoi, où il y a les plans des modules de la maison, et puis c'est une sorte de construction modulaire démontable, amenée à être refaite un peu partout pour pas grand chose, et puis avec des matériaux locaux et écologiques. Et voilà. Je crois que c'est vraiment en cours justement. C'était un projet un peu théorique au début, puis qui est en pleine. Ouais. Il y a déjà des prototypes, des réalisations concrètes. Et Luc, hein, si tu veux intervenir. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc là on voit plus les petits modules en haut à droite de ce qu'on peut faire avec ce système modulaire de fabrication de maison. Alors ça c'est un truc plus... C'est presque un projet artistique à mon avis, peut-être qui rejoint un petit peu les idées de Luc. C'est un arbre, c'est Fab Tree Hab, je crois ça s'appelle. C'est une maison faite dans un arbre. Et je disais que c'est à moitié enfin c'est un truc artistique parce que c'est expliqué que pour faire pousser la maison, il faut 25 ans. Donc en fait, je sais pas si ça... Quand on paye une maison, c'est 25 ans aussi. Oui, c'est vrai. Ça remplace l'emprunt. Mais voilà. On commence par une petite maison, puis elle grandit avec ça, quoi. Enfin, c'est pratique. Là, c'est un autre projet, alors qui vient un peu aussi sur le rapport à la nature, et enfin, je trouve que c'est une approche intéressante du travail des matières et des matériaux. C'est donc un bateau fabriqué à partir de plantes, c'est-à-dire que le gars il a fait pousser des arbres à la forme du bateau directement. Et on peut imaginer une méthode de travail qui aille plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire tordre la nature, enfin guider la nature pour nous aider, enfin résoudre nos problèmes, enfin pour faire une chaise, une table, un bateau, mais pas couper un arbre pour le couper en rondelles pour faire des tables, mais faire, tu peux passer au slide suivant si tu veux. Par exemple, au lieu de découper un arbre pour faire un tabouret, on peut juste le guider pour qu'il fasse le tabouret. Et en fait, là, en haut, c'est en haut à gauche, vous voyez
c'est la pièce qui sert juste à contraindre l'arbre pendant sa pousse pour réaliser le tabouret qu'on voit en bas en fait. Il y a de mémoire ou pas? Il y a de mémoire après la deuxième fois qu'il repousse? Non, il faut que les... Ah, je sais pas. ça se teste. Ça peut se tester. Après, il y a aussi des projets assez bizarres par rapport à la nature. Enfin, moi, je trouve... ça, c'est un projet de récif artificiel. Parce que je suppose que vous êtes au courant que les coraux, etc., sont en train de mourir tous. Et que les littoraux dans le monde entier sont en train de se détruire. On se demande pourquoi et tout. Et en fait, là, le projet, c'est d'imprimer des récifs artificiels pour servir à la fois de refuge aux poissons, de support pour les coraux pour qu'ils puissent s'accrocher dessus, et aussi accessoirement de protéger nos côtes. Et donc ça, c'est un projet qui est fait par des Italiens. Je le trouve assez... c'est pareil, c'est presque artistique, parce que c'est un petit peu bizarre d'utiliser de l'énergie et tout ça pour réparer la nature qu'on détruit. Enfin, utiliser des machines pour réparer la nature qu'on détruit en alimentant nos machines, c'est marrant, je trouve. Mais il paraît qu'il y a un projet de faire ça avec l'énergie solaire comme énergie pour alimenter l'imprimante 3D, donc ça peut être cohérent. Mais en tout cas, c'est beau. Et puis ce dernier projet, je sais pas, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais bon, c'est une projection futuriste de l'imprimante 3D. C'est un Iranien qui travaille là-dessus, sur une machine à imprimer avec de la terre. Et en fait, c'est assez intéressant, même si l'image n'est pas très sexy, on va dire. Mais c'est qu'en fait, c'est un mix de technologies très modernes, l'imprimante 3D, et de matériaux très anciens et traditionnels et localisés, puisque la terre elle est extraite du sol, de la même manière que pour les maisons traditionnelles. Donc moi je trouve que c'est une piste intéressante. Après ce projet, comme beaucoup d'autres projets qu'on voit dans le monde des Fab Labs et du do it yourself et des choses comme ça, est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que c'est un projet qui avance vraiment? On ne sait pas. Enfin, et ça c'est... je vais passer au slide suivant. C'est qu'il y a des fois c'est presque un univers de fiction, les Fab Labs. Parce que très souvent, il y a aussi des projets qui ne sont que des images 3D, qui projettent des choses mirifiques, mais qui n'existent pas encore, quoi. Et, donc entre le rêve et la réalité, en même temps, je crois que le Fab Lab peut servir à accomplir à rendre réel le rêve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Luc. Oui, sûrement. Est-ce qu'on m'entend bien sans micro? Ou est-ce qu'il faut le micro? Oui? J'aime mieux parler sans micro. Moi j'ai découvert... Non, micro. J'ai découvert les Fab Labs il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un outil qui m'a fasciné pour plein de raisons. D'abord le côté open source et cette manière de mettre à disposition des gens des informations est quelque chose que je trouve formidable. L'évolution des techniques dans l'ensemble de l'humanité, c'est toujours fait par une absence de copyright ou de brevet qui a limité les usages. Quand un charpentier trouvait une charpente plus résistante, mais son grand honneur était de le montrer à tout le monde et dire « faites comme moi et vous allez voir, ça va tenir mieux, on va utiliser moins de bois, ce sera plus facile à faire ». Et les progrès ont été énormes dans ce sens-là. Et actuellement, ce qui nous est offert avec le web, c'est un système open source qui est prodigieux parce qu'il met à disposition une quantité invraisemblable d'informations. On n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition qui nous permet de créer plein de choses. Et le Fab Lab va tout à fait dans cette continuité-là. J'ai lu récemment que quelque part aux Indes, il y avait une gamine qui avait perdu une jambe, et de l'autre côté de la planète, aux États-Unis,
il y a des gens qui ont fait une jambe artificielle, mais qui était tout à fait impayable pour des gens sans ressources. Mais ils ont envoyé simplement les fichiers numériques à un Fab Lab qui se trouvait à côté. On a adapté les dimensions à la jambe de la gamine, et maintenant elle court avec une jambe artificielle qui est tout à fait à sa taille, et qui lui permet de peut-être aussi la remplacer quand elle aura grandi. Ce sont des choses formidables, on n'en fait pas ce genre de choses en série, c'est limité à quelques exemplaires, et là brusquement ça devient quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Et ça c'est pour moi incroyable. Dans cet ordre d'idées-là, il y a une bonne trentaine d'années, j'ai dessiné une baignoire pour ma femme et moi, à la taille exacte que nous avions pour être bien à deux dans ce bain, et on l'a fabriquée en bois. Mais en bois lamelé collé qu'on a découpé avec une belle petite scie, on a assemblé ça. Avec les outils numériques dont on dispose actuellement, mais ça devient une chose beaucoup plus facile. J'ai passé un mois à poncer cet engin parce que je n'avais pas les outils nécessaires. Mais le fait de pouvoir créer des objets qui sont appropriés, ce que nous ressentons comme étant les objets qui nous conviennent, et qui est une manière de développer sa propre personnalité, son identité, et de se trouver d'autant mieux dans ce contexte. C'est ainsi que beaucoup de choses ont été conçues dans la maison que j'habite et qui correspond à un besoin d'imaginer une chose, de la concevoir, puis la réaliser, et puis la vivre. Quand on rentre dans l'ensemble de ces opérations successives, mais à chaque cours, on apprend, on grandit et surtout on s'épanouit, parce qu'on commence à pouvoir intégrer des choses qui sont au départ des concepts uniquement à notre vie. Et ainsi, je reviens à cette baignoire, et il y a l'eau qui coule d'un côté en cascade, de l'autre côté c'est une rivière qui alimente un lavabo, etc. Donc toutes les formes sont organiques et ergonomiques, et la commande se fait à partir de cailloux, donc c'est tout un ensemble de choses qui ont été très difficiles à réaliser, parce qu'on n'avait pas les outils vraiment pour le faire. Il est évident qu'avec des machines qu'on peut trouver dans un Fab Lab, chacun peut imaginer plein de choses qui lui correspondent et qui permettent un épanouissement individuel, l'expérimentation de différentes choses. Moi, je le vois comme un outil d'un énorme progrès, et aussi une manière de sortir des standards qui font qu'on rentre dans une très grande uniformité. Les maisons dans lesquelles on vit sont de plus en plus banalisées, standardisées. Les objets que nous utilisons aussi, le fait de pouvoir concevoir, créer un engin de déplacement comme un vélo mobile ou autre chose, à partir de pièces que l'on a imaginées, conçues, réalisées dans un Fab Lab, est une manière d'ouvrir les gens à cette idée qu'un autre possible est à notre disposition, et que nous avons maintenant toutes les chances nécessaires pour pouvoir le réaliser et vivre dans un environnement différent. Et ça, je pense que c'est un progrès considérable. Donc moi, j'ai été tout à fait fasciné par ça, et à partir de là, j'ai commencé à imaginer comment un monde pourrait se développer sur ce principe. C'est le sujet d'un scénario, d'un film que j'ai écrit, dont tout part du Fab Lab, où des jeunes décident de créer tout un ensemble d'engins. Au départ, l'idée est de faire un engin qui, au lieu de rouler, marche. Mais tout simplement parce qu'ils sont partis de cette idée que si la nature n'a jamais inventé la roue, c'est que si on invente la roue, il faut inventer aussi les routes.
Et les routes coûtent une énergie considérable. La nature ne fait jamais des choses qui coûtent trop d'énergie. Un engin à pattes n'a pas besoin de route, il va sur tous les terrains. Et c'est un peu plus difficile peut-être à faire mécaniquement, mais dès le moment où on emploie ce type d'engin, on se déplace autrement. Donc les gens de ce Fab Lab conçoivent des engins à pattes, donc des cars à pattes, des cars à bipattes, peut-être des cars à 1000 pattes, donc pour les engins collectifs. Et ils travaillent et ils expérimentent ce genre de choses, et puis ils passent au concept d'une cité, une cité végétale dont une partie aurait poussé, etc. Ça, c'est l'aventure de l'ensemble de ce scénario et de ce film qui est en préparation, qui n'est pas encore très loin, mais qui est tout à fait écrit déjà. Et du coup, merci. Et du coup, est-ce que vous imaginez que potentiellement il puisse y avoir plein de Fab Labs dans une ville et qu'on aille y faire un petit crowbar pour déposer une petite idée qui permette après, dans votre scénario, là, au fait que ces projets-là puissent avoir lieu? Est-ce que c'est aussi vu à l'échelle d'une ville entière? Je pense que dès le moment où on va voir les résultats que cela peut donner, l'ouverture vers ces possibles qui étaient inimaginables au départ, ça va donner envie partout d'en créer, dépendant ou pas d'écoles, mais des véritables lieux d'expérimentation d'un imaginaire débridé qui va permettre à certains moments de faire des choses farfelues qui ne serviront pas juste à faire rire tout le monde, et puis après une certaine sélection naturelle qui se fera, les objets les plus intéressants resteront. Ce ne sera jamais des grandes productions, mais est-ce qu'il faut des grandes productions? Est-ce que ce n'est pas tout à fait intéressant que chacun puisse trouver son identité, sa personnalité dans des choses qui lui ressemblent, qui lui sont propres? Est-ce que ce n'est pas intéressant de justement retrouver la spécificité de chacun à travers des choses qui soient beaucoup moins courantes ou conventionnelles? Et du coup, les écoles, elles sont à revoir un petit peu à l'envers, puisque les écoles d'architecture ou d'ingénieurs sont faites pour, après, un cadre bien particulier, l'industrie, l'architecture classique. Du coup, il faudrait qu'il y ait des cursus dédiés pour que les étudiants aussi s'approprient le fait que plus tard, dans les villes, il y ait des Fab Labs, des choses comme ça. Qu'eux-mêmes, dans leur apprentissage, ils soient en contact avec ces lieux-là ou... Oui, bien sûr. Au lieu de partir dans l'idée de travailler dans des choses qui sont multipliées à très très grand nombre d'exemplaires, ce serait partir de l'idée que nous sentons bien quand on se retrouve dans son identité propre. Nous avons tous un visage différent, des comportements différents, etc. Personne n'a la même voix. Pourquoi devons-nous nous rassembler autour de maisons qui sont identiques, empilées les unes au-dessus des autres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retrouver dans des endroits qui ont des personnalités qui permettent de nous ressembler et d'exprimer notre différence, ce que nous sommes vraiment spécifiquement, et ainsi pouvoir mieux identifier, reconnaître les autres, nous retrouver dans un environnement qui donne à chacun la possibilité d'épanouir sa propre personnalité. Ouais, c'est un peu pour moi, il y a le côté de posséder. On ne possède pas les objets, on est possédé par les objets. Et là, on peut peut-être être ses propres objets, ou enfin reprendre le pouvoir sur les objets qui nous possèdent, enfin, en pouvant les tordre, les adapter à ses propres besoins. Mais je pense que c'est une démarche quand même à très long terme. C'est pour ça que peut-être tu vois ça en cas d'une fiction à long terme. J'ai l'impression qu'il y a du chemin à faire pour tous, quoi. Enfin, pour mentalement intégrer, c'est possible. Puisque même nous qui sommes habitués
circuler dans ce milieu-là. Enfin, moi j'ai l'impression qu'en tant que bricoleur, j'ai l'esprit bridé par les anciennes contraintes techniques qu'on avait, enfin qui sont tombées depuis l'accès aux machines à commande numérique. Et aussi grâce au partage de fichiers et de connaissances, surtout d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a un temps d'incubation qui va avoir lieu, parce que c'est un gros bouleversement, quoi. Oui, absolument, mais ça veut donc dire que c'est l'émergence d'un monde différent, basé sur la créativité, sur l'imaginaire, sur cette ouverture à tellement d'autres possibles, et qui, pour moi, a trouvé son origine dans le web, dès le moment où on a un outil de partage où chacun peut apporter sa pierre dans quelque chose de complètement ouvert, open source. On a accès à une forme d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux quand on voit ce qui se passe dans la nature, comment sont organisés les insectes qui vivent en société, comme les fourmis, les termites, les abeilles, etc. Il y a une somme d'intelligence incroyable que ne possède aucune de ces petits insectes. Mais c'est en les mettant ensemble, en réseau et en communication, qu'ils arrivent à faire des choses tout à fait prodigieuses dans la manière dont ils ont organisé une collectivité qui est complètement sociale et qui fonctionne sans aucun système de dictature, où les décisions sont prises collectivement sur des modèles démocratiques absolument remarquables, comme le font par exemple les abeilles quand ils doivent chercher un nouvel endroit pour faire un nid. C'est en envoyant plein d'abeilles explorer les lieux, choisir les endroits qui leur conviennent, revenir dans la ruche où toutes les autres assistent aux danses qu'ils font, chacune à tour de rôle, danse pour exprimer les lieux qu'ils ont trouvés. Cette danse est codifiée, elle leur permet de dire la distance, la nature de l'endroit qu'ils ont trouvé, ce qu'il y a aux alentours. Et s'il y a un danger, il y a une autre abeille qui intervient parce qu'elle a repéré un danger, etc. Il y a tout un code excessivement complexe qui est mis au point, et l'ensemble de la ruche réagit en fonction de leur accord ou leur désaccord à ce qu'ils ont vu par des bourdonnements. Et quand toutes les abeilles sont d'accord, toute la ruche va bourdonner d'une manière incroyable pour dire que c'est à cet endroit-là que le nouveau nid va être placé. Ce sont des systèmes de fonctionnement sociétal qui font que l'intelligence collective est mise à profit pour pouvoir arriver à trouver le lieu le plus approprié. Et je pense que ces formes d'intelligence collective vont pouvoir mieux émerger grâce à la forme de communication que nous offre le web et tout ce qui fonctionne autour du partage d'informations. Ouais, je sais pas si Julien, si tu as internet, si tu peux ouvrir la page RepRap Family Tree sur reprap.org. C'est l'arbre généalogique des RepRap, des imprimantes 3D. C'est pour illustrer ce que tu disais sur l'avantage de l'open source et du partage de design. Parce que apparemment tout le monde connaît les RepRap, les imprimantes 3D, mais ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que ça existe en industrie depuis 20 ans, et que depuis 20 ans c'est hors de prix, c'est au prix des industriels, etc. Et simplement, il faut que tu utilises le moteur de recherche du wiki. Et en fait, le projet RepRap qui est inventé par Adrian Bauer, qu'on aperçoit sur la petite photo, il a lancé en quoi, 2007, je crois, 2005, 2007,
il me semble. Et en fait, il est parti d'un modèle et il a donné tout ça en open source et bah, c'est pas le bon celui-là. Ah tiens, c'est marrant. Ah, c'est celui-là. Mais il est énorme en fait. Voilà, ça c'est l'arbre, c'est la descendance du projet RepRap. Tout à gauche, la petite goutte verte qu'on voit, c'est le premier modèle. Et à droite, vous voyez toutes les variantes qui existent depuis, donc, on va dire 5 ans. Je sais pas, je crois qu'il y a les dates, j'arrive pas à lire. Mais on voit la profusion de branches qui ont été créées. Alors il y en a qui sont complètement, effectivement, farfelus, qui n'ont pas marché, mais il y en a d'autres qui ont donné naissance tout à une autre famille, quoi, de machines. Et c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment prolifique. Et je ne pense pas que parmi les machines brevetées ou du standard industriel du XXe siècle, je ne pense pas qu'il y ait une autre machine qui ait évolué de cette manière-là, à cette vitesse-là, sous brevet, quoi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on discute comme ça pendant des heures? Ouais. Le micro pour tout le monde. On déroule. Oui, bonjour. Je voulais savoir à partir de quel moment on peut penser faire une concurrence sérieuse avec le Fab Lab au capitalisme qui nous vole nos moyens de production. Et puis on va faire chacun une réponse. AutoCAD, vous savez que c'est AutoCAD, Autodesk, qui font des logiciels 3D, ont décidé d'arrêter la production de logiciels pour l'entreprise et de passer sur une version crowdsourcing en ligne et d'acheter une plateforme qui s'appelle Instructable, qui est un espace de dépôt de projets citoyens et qui comporte 100 000 projets, je crois actuellement, 70 000 comptes, pour changer de métier un petit peu. Donc eux ont fait ce choix-là. Je ne sais pas s'ils sont vraiment très intéressés par le capitalisme, mais ça montre quelque chose. Bonjour, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de Fab Labs qui fleurissent un peu partout dans le monde et en France en particulier. Entre autres, il y a une très belle exposition à Grenoble qui est organisée par le CCSTI de Grenoble sur les Fab Labs, avec un Fab Lab qui est labellisé par le MIT et par Fab Lab. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est quelles sont les relations qui se construisent entre ces différents Fab Labs, indépendamment de l'Internet. Aujourd'hui, quand je pose la question aux gens de Paris, ils ne connaissent pas celui de Nantes, ceux de Nantes ne connaissent pas celui de Grenoble, etc. etc. Rien qu'à l'échelle française, finalement, ces Fab Labs, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très connectés. Je laisse répondre, mais ouais. Je monte un truc en même temps, vas-y. Ouais, c'est pas vrai en fait. Parce que par exemple, Jean-Michel Molénard de Grenoble, qui s'occupe du Fab Lab de Grenoble, moi je le connais, même si c'est vrai que je l'ai jamais vu en vrai. On a fait des visiophonies, il m'a expliqué un logiciel, on a fait les cours du MIT ensemble. Et puis on est on est en lien beaucoup via mailing list. Et puis on se rencontre aussi occasionnellement au cours de différentes rencontres. L'année dernière, on a été aux rencontres de Toulouse, où il y avait pratiquement tous les Fab Labs de France. En fait, c'est vraiment une particularité du web et du travail qu'on fait sur le web depuis près de 15 ans. Il y a un travail en réseau plutôt sous forme de rhizome et pas un travail pyramidal. Et du coup, depuis l'extérieur, il n'y a pas cette visibilité qu'il peut y avoir comme il y a dans d'autres professions via une fédération, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas fédéré, on n'est pas organisé sous cette forme-là. Mais là, par exemple, sur cette carte-là, c'est tous les gens avec qui on est en contact. Je n'ai pas listé tous ceux qui existent, mais juste ceux avec qui on a eu au moins un mail d'échange. Et il y a des échanges de fichiers, de collaboration. Voilà. Après, je suis d'accord, peut-être que ça mériterait une organisation meilleure en disant tiens, Jean-Michel il est assez balèze parce qu'il a déjà créé 2-3 Fab Labs, donc il pourrait nous filer un coup de main sur tel secteur, nous sur d'autres choses. Mais j'ai l'impression que le web marche sur d'autres formats, donc c'est compliqué.
Mais eux, il y a beaucoup d'échanges. Il y a 3 listes de diffusion, pas de souci. On a quand même la chance en France, par rapport à d'autres pays en Europe, d'avoir beaucoup de lieux de pratique numérique, des lieux d'appropriation depuis à peu près 15 ans, des structurations, des labels qui existent et dans lesquels la question du Fab Lab peut vite se greffer. Des lieux de culture scientifique et technique, des lieux culturels, des centres sociaux. Donc il faut plutôt aller dans ce sens en fait en coopérant avec des structures de ce type-là, plus forcément des nouveaux lieux qui existent, qui se créent de A à Z. À Lannion, là, voilà, ils ont ouvert un lieu, ils ont acheté un hangar et puis ils ouvrent le truc. Voilà. Il y a des choses comme ça qui émergent.
Ça répond à la question. Ouais, après sur le côté, tu parlais du côté pyramidal. C'est marrant de voir que même le réseau mondial des Fab Labs n'est pas pyramidal, il n'y a pas de tête de réseau. Au début, le MIT, comme tu disais, donnait le label. Maintenant, ils ont lâché l'affaire et c'est le site visuel des Fab Labs dans le monde, c'est le Fab Lab d'Islande. Donc c'est vraiment qui ne revendique pas du tout la tête de réseau et tout ça. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est un réseau organique et ça ne peut pas fonctionner comme un réseau traditionnel, entre guillemets, je pense. D'autres questions? Oui. De façon relativement concrète, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, ça fonctionne comment? Donc il y a du matériel à disposition, il y a de la matière première à disposition, des échanges sur les plans et les objectifs de fabrication. Je suis complètement ignare à la matière, donc c'est intéressant de revenir peut-être aux sources. Ça fonctionne comme n'importe quel atelier collaboratif, comme lieu associatif, enfin en tout cas pour notre lieu, mais à peu près tous les Fab Labs fonctionnent comme ça, avec des horaires d'ouverture, des gens qui sont là pour accueillir, et c'est quand même pas... Il y a une particularité, justement, comme c'est un lieu d'échange de savoir, c'est pas un lieu de prestation, où on va venir, tiens, moi j'ai envie de me faire imprimer ma tête en 3D, tiens, je vais payer 20 €, puis on va m'imprimer ma tête en 3D. C'est pas comme ça que ça se passe. On vient et puis on va dire, tiens, j'ai envie d'imprimer ma tête en 3D, mais il y a quelqu'un qui va t'apprendre à te servir d'un scanner 3D ou d'un logiciel de modélisation. Et il y a aussi, par rapport au... alors après, ouais, par rapport au truc matériel, quoi, il y a donc des machines à disposition. Un petit abonnement, alors nous on a une formule Open Atelier où sur adhésion, 20 € à l'année, on peut venir le mardi après-midi, bricoler, avoir un accès aux petites machines, et puis pour avoir accès toute la semaine aux plus grosses machines un peu plus dangereuses, c'est un peu plus cher, une cotisation de 150 €, c'est ça, 250 à l'année. Et pour participer un peu aux frais, etc. Et puis il y a aussi, ouais, si tu pouvais montrer la charte, qui est tous les Fab Labs adhèrent à cette charte, et une des contraintes la plus extraordinaire, on va dire, justement par rapport à l'ancien modèle, c'est que tous les projets faits dans ce lieu doivent être open source. Il n'y a pas d'exception possible. Donc c'est pas pour venir faire un truc qu'on veut breveter, c'est pas là qu'il faut venir le faire en fait. Voilà. Et après on a trouvé un truc qui date de quand on était né. C'est où là? En fait, je sais pas qui connaissait le magazine Système D. Oui. Du coup, Cédric est un fan collectionneur des anciens Système D. Et du coup, on a retrouvé... il y avait des clubs de bricoleurs dans toutes les villes. Il y avait dans le magazine. Du coup, il y avait le but du club, là, ici, dans le magazine. Et on a fait un comparatif entre le Fab Lab et le club des bricoleurs. Il se trouve que c'était à peu près la même chose. Donc, il y a une charte, il y a un atelier, il y a du matériel, ici. Et ce qui est rigolo, c'est que donc il y a les adresses, donc ils encouragent telle ville à ouvrir son Fab Lab, enfin son club Système D. Ils parlent d'assurance à un moment donné, parce que c'est aussi le problème des Fab Labs, mais la sécurité, est-ce qu'on peut faire des armes et tout ça, donc tout est écrit, hein, c'est déjà prêt. Et puis il y a même un forum d'échange. Alors là par contre, il fallait attendre la publication du numéro Système D d'après, donc t'envoyais par la poste, tu disais j'ai un problème sur mon marteau, il marche pas, voilà, avec un numéro de poste, et le mois d'après il y avait la réponse de quelqu'un qui te répondait. Donc c'est juste sur la temporalité puis les outils de communication, mais on n'a pas inventé grand chose avec les Fab Labs. D'autres questions? Une dernière question? Oui, pour moi, ce qui me semble encore le plus intéressant à développer au niveau de la machine 3D, qui est quand même le centre du Fab Lab, c'est le matériel qui est utilisé pour créer les objets. Là, on est encore fort dépendant des plastiques, des matériaux de synthèse, des cols, toutes sortes de choses qui nous éloignent très fort
d'une réflexion sur des matériaux qui soient renouvelables ou qui pourraient rentrer dans une charte un peu plus écologique. Et c'est peut-être là ce qui est le plus difficile, je pense, à trouver actuellement. On a parlé de cette très belle idée de pouvoir créer une maison à partir d'une énorme machine 3D qui prendrait de la terre. Ça, ce serait évidemment assez extraordinaire, parce que ça permettrait d'avoir directement une fabrication tout à fait utile et personnalisée des maisons sans devoir chaque fois le faire à partir de standards qui empêchent d'avoir une personnalité dans le bâti. Mais actuellement, ce qui est le plus bio, je pense que c'est un produit à base d'amidon de maïs, dont il y a 50% de produits de synthèse, de colle, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des ouvertures de ce côté-là vers des produits qui soient un peu plus attractifs? C'est le projet RepRap, hein, c'est ça? Ouais, enfin, il y a un peu la boucle. Côté projet RepRap, il y a beaucoup de projets d'extrudeuses de recyclage. C'est-à-dire de récupérer toutes nos vieilles bouteilles, mais c'est toujours utiliser du plastique, mais le recycler directement à la maison. Et ça, c'est quand même une ouverture. Puis on en parlait tout à l'heure, moi j'ai un peu cette idée-là, et puis je pense que je ne suis pas le seul, puisqu'en général, quand on a une bonne idée, on n'est jamais tout seul. Je rêve un peu d'une extrudeuse de pâte à papier, pour pouvoir faire du carton. Et avec la technique du sandwich, c'est-à-dire mettre des parois en bois autour, on peut faire avec la même technique que les planches à voile, des structures très solides avec ce genre de matériaux. Et je pense que ça va venir. Il y a déjà aussi du bois qui marche avec les RepRap. C'est pareil, c'est de l'amidon de maïs chargé en bois, en copeaux de bois. Donc ça fait du médium un peu. Donc ça c'est des ouvertures, mais on y vient petit à petit. Après c'est un vaste débat, chantier quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu l'enjeu aussi. Et c'est vrai que c'est un truc qui est chouette aussi dans le projet des Fab Labs. J'ai l'impression que c'est une préoccupation de tous les Fab Labs d'essayer de produire de manière écologique, le plus écologique possible. Enfin, pas tous. Il y en a certains qui sont hyper fiers de dire qu'ils consomment 100 € d'électricité par mois, mais pas tous, quoi. On va être obligé de conclure, il me semble. Du coup, je vous invite tous à 19h à l'ouverture du Fab Lab Plateforme C sur l'île de Nantes, près de la Grue Jaune. Nous, on a été très très fiers en fait d'avoir, on est toujours très très fiers d'avoir aujourd'hui comme invité d'honneur pour l'ouverture Luc, dans la mesure où c'est quand même une des rares fois où on présente la question des Fab Labs dans un festival de science-fiction lié à l'utopie et lié à la ville, plutôt que dans d'autres cadres. Du coup, on doit nous-mêmes essayer d'expliquer aux gens comment ça pourrait peut-être un jour changer les choses, mais absolument, on ne sait absolument rien, parce que ça se trouve ça ne change rien, certainement. Et du coup, ça change un peu le paradigme et le point de départ. Donc, on va clore la journée, la présentation, voilà, c'est fait. Et puis, venez prendre un pot à 19h avec nous. Merci, à bientôt.